Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un film qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, à savoir The Zone of Interest, donc la zone d'intérêt, réalisé par Jonathan Glazer, avec dans les rôles principaux Sandra Hüller, Christian Friedel ou encore Johan Karthaus. Alors le résumé en quelques mots, c'est l'histoire d'une petite famille allemande qui vit dans une maison située juste à côté du camp d'Auschwitz, dont le mari est lui-même commandant. Et donc, on va voir que les différents membres de cette famille, donc la mère, les enfants, vont tenter de mener une vie normale, malgré l'horreur qui se trouve juste à côté d'eux. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est un film qui fait pas mal parler de lui. Alors, il a obtenu le Grand Prix du Festival de Cannes 2023. Et surtout, c'est un film dont on ne sort pas indemne. Voilà. Alors, je tiens à préciser d'entrée de jeu que, contrairement à ce que pourrait laisser supposer l'intrigue, ce n'est pas un film sur la Shoah. Non, et c'est là toute la particularité du film, c'est que l'horreur des camps de concentration est suggérée, elle n'est jamais montrée. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va jamais voir de scènes de massacre de juifs ou de prisonniers habillés en pyjama rayés qui vont devoir porter des pierres ou ce genre de choses, comme on a déjà pu voir dans d'autres films qui, eux, étaient vraiment centrés sur la Shoah, La liste de Schindler ou La vie est belle de Roberto Benigni, pour prendre des exemples célèbres. Ici, et dans la zone d'intérêt, c'est ce qui rend d'ailleurs le film glaçant, c'est que on confronte vraiment la banalité du quotidien à l'horreur. Voilà. Parce que donc c'est-à-dire qu'on a d'un côté donc des images de bonheur épinal, on va dire, donc des enfants qui vont se baigner donc dans la rivière, et puis tout à coup leurs parents vont leur demander de sortir de l'eau parce que les enfants vont être tachés de cendres, cendres qui viennent de cadavres brûlés, de juifs brûlés pour le dire précisément. Voilà. Donc on sent que voilà, donc petit à petit, ce quotidien a priori banal va petit à petit se faire contaminer par le mal, et c'est d'ailleurs ce qui intéresse Jonathan Glazer dans son film, c'est de montrer que le mal, même quand il est suggéré hors champ, n'en est pas moins que terriblement présent. Et d'ailleurs, cette contamination, on va la voir petit à petit à différentes reprises. Alors, les premières victimes, on va dire, de cela sont évidemment les enfants. On va notamment voir une scène assez sombre où on va voir deux petits en train de jouer ensemble, et puis alors il y en a un qui va enfermer son frère en se prenant littéralement pour un commandant nazi en lui disant je ne te ferai pas sortir, tu restes là. En gros, c'est voilà. Alors, on va voir aussi que les parents ne sont pas non plus innocents dans l'histoire. Comme je disais tout à l'heure, le père est quand même commandant SS, et on voit d'ailleurs qu'il le vit très bien. Quand je vais dire il le vit, comme un homme qui part faire sa journée de travail tous les jours matin. Voilà, il part travailler, il rentre travailler, il mange avec sa femme et ses enfants, donc tout va bien. Bon, les choses après vont un petit peu se compliquer quand il va devoir annoncer à sa femme qu'il va être muté, et que donc du coup ça va être à elle de devoir tout gérer, donc les enfants, plus la bonne qui s'occupe de l'éducation des enfants, de faire à manger, etc. Mais et ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, mis à part le père, où c'est montré, voilà, de manière très explicite qu'il est nazi, eh bien, on va voir que la mère est tout aussi mauvaise, je vais dire, que le père. Voilà, on va la voir également dans une scène aussi qui est assez perturbante, où elle est toute contente de s'offrir un manteau de fourrure qui appartenait à l'une des victimes du camp. Voilà. Ou encore qui va faire preuve de propos absolument immondes à l'image de la bonne qui est juive.
Voilà, sous-entendant qu'elle aurait plus sa place dans un four crématoire que dans sa propre maison. Bref, donc tout ça pour dire ben, que ce n'est pas une famille, ce n'est pas une bonne famille à proprement parler. Donc on sent que l'horreur est déjà là. Alors voilà, on ne va pas nous expliquer pourquoi est-ce que cette famille fait partie du régime nazi ou autre ou quoi. Ça, et ça d'ailleurs c'est très bien comme ça. Le réalisateur ne nous donne aucune explication. Voilà, on a une situation comme ça telle quelle. Les parents sont nazis, les enfants indirectement doivent vivre avec ça. Et voilà, on a d'ailleurs également une autre séquence, voilà, que je ne vais pas trop détailler, mais où on a la grand-mère, donc maternelle, qui va venir rendre visite à sa fille, à ses petits-enfants, qui elle, ne se rend pas compte en fait de tout ça et qui progressivement va ouvrir les yeux sur l'horreur interne qui gangrène cette famille et qui n'en sera que plus éprouvant. Alors là, pour moi, où le film est intéressant, c'est vraiment dans la manière dont il confronte l'enfance, l'innocence au mal. Voilà. Donc, je prenais tout à l'heure les exemples des jeux d'enfants, etc. Il y a également aussi d'autres séquences assez fortes où on va voir la fille de ce couple qui va aller recueillir des champignons et des fleurs en noir et blanc. Donc voilà, on a l'impression que ce sont des séquences comme ça, un petit peu oniriques, de bonheur ben voilà, qui est là sans être là. Et quelque part, à travers ce genre d'image, c'est comme si Jonathan Glazer essayait de nous montrer que même l'enfance la plus pure, peut elle-même se retrouver confrontée au mal. D'où sans doute le choix du noir et blanc, mais d'ailleurs, ça, je vais y revenir, la mise en scène est quand même ben, je vais dire très originale. Il y a pas mal de procédés de mise en scène, il y a des séquences que je viens de vous dire, hein, comme ça, un peu oniriques, en noir et blanc, contrasté. Le cinéaste joue aussi beaucoup sur le hors-champ. Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc à aucun moment on ne va voir des scènes d'horreur pure, mais tout cela, ça va être suggéré par le bruit. Donc on va entendre des bruits d'officiers qui crient, des des bruits de tir, ou encore des bruits de prisonniers qui agonisent ou qui sont en souffrance. Donc, c'est vraiment une manière de montrer que l'horreur vient de l'extérieur. Ce qui est le cas vu qu'on va suivre pendant tout le film le point de vue de cette famille. Que voilà, tout ce qu'on voit du camp, ben, c'est uniquement les camps en eux-mêmes. Et alors le barrage, euh, oui, ben, je veux dire le barrage enfin le mur plutôt entre la maison de la famille et les fameux camps d'Auschwitz. Voilà. Donc, et c'est ce qui fait que pour moi, ben, la zone d'intérêt voilà, est complètement différent d'autres films sur le sujet. Bon, j'évoquais tout à l'heure la liste de Schindler ou La vie est belle. On pourrait même dire, bon, c'est encore différent, le Shoah de Claude Lanzmann. Mais ici, je me dis que si vraiment Glazer aurait pris un autre sujet que les camps d'extermination, ben, je veux dire, l'idée aurait été la même, vu que ici, c'est vraiment nous montrer que le point de vue d'une famille gangrenée par l'horreur pure, voilà, auquel l'enfance ne peut pas même résister. Alors, il y a aussi autre chose aussi qui est pas mal, c'est que, ben, donc c'est toujours par rapport à l'enfance. Il va être question aussi du célèbre conte de fées Hansel et Gretel, que le père d'ailleurs, une fois rentré de sa journée de travail, lit à ses enfants. Et ce qui est drôle, enfin, je veux dire façon de parler, c'est de voir que le père va beaucoup insister sur la mort de la sorcière. Bon, je pense que vous connaissez tous le conte de fées, hein, vous savez comment ça se termine, la sorcière qui meurt enfermée et brûlée dans le four. Et le fait qu'il insiste sur ce point-là, en sachant que lui-même crame littéralement des juifs, ou en tout cas qui participent
à leur crémation, ça n'en est que plus glaçant, quoi. Je veux dire surtout que, ben voilà, quand on se dit que les enfants, ben forcément, ils- voilà, ils ne sont pas conscients de tout ça. Je veux dire, ils sont dans leur monde, on leur raconte une histoire, et c'est donc c'est vraiment, je pense, qui fait vraiment toute la singularité du film et ce qui le rend très fort et puissant, c'est dans sa représentation de la banalité du mal, ou en tout cas dans sa manière de montrer que qu'un quotidien, sous des apparences banales, peut véritablement être vu comme un enfer, ce qui est littéralement. Voilà. Donc, alors maintenant, ben, concrètement, ce que j'en ai pensé, eh bien, je vous avoue que ben, c'est un film qui mériterait plusieurs visionnages. Alors non pas qu'il soit difficile à comprendre ou quoi. De toute façon, je vais dire, il n'y a pas véritablement de scénario à proprement parler. Bon, je vais dire, il y a un contexte, il y a le point de vue d'une famille. Mais je dis, c'est un film qui mériterait peut-être plusieurs visionnages pour bien se rendre compte euh, à quel point le mal peut vraiment tout imprégné, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le grand propos du film, c'est la banalité du quotidien confronté au mal. Et comme je dis, il y a des petits détails comme ça auxquels on pourrait ne pas faire attention, comme voilà l'anecdote du manteau de fourrure ou du jeu des enfants, qui peuvent a priori être pensés comme voilà, des banalités, mais qui en réalité, quand on sait d'où ça vient, ben, c'est glaçant. Voilà, je crois que c'est le mot de toute façon qui convient mieux pour définir ce film, c'est glaçant. Et donc rien que pour ça, rien que pour avoir osé dévoiler cette sinistre vérité par petites touches, je pense qu'on peut féliciter entre guillemets Jonathan Glazer, voilà pour ça, pour avoir montré l'immontrable d'une certaine manière, parce que voilà. Donc pour moi c'est un film qui est nécessaire. Absolument. Un film qui devrait être montré, alors pas forcément aux enfants d'école primaire, parce que c'est quand même assez dur à regarder, mais en tout cas à des adolescents ou des jeunes adultes du supérieur, surtout quand on sait que, voilà, politiquement parlant, on vit à une époque où, en tout cas en Europe, l'extrême droite se montre quand même assez dominante dans pas mal de pays, hein, l'Italie, la Hollande, la France dans une moindre mesure la Belgique, en fait, en tout cas la Flandre, pas forcément en Wallonie. Donc je me dis que oui, que quand on y pense, on n'en a jamais fini avec toute cette histoire, avec tout. On n'en a jamais fini, je vais dire, avec la Shoah, même si, comme je le disais en début de vidéo, c'est pas proprement parler un film sur la Shoah, mais tout ça pour dire que c'est un film qui, pour moi, doit être montré à la fois des jeunes gens, ou même, j'ai envie de dire, à d'autres types de personnes, voire même, et j'ose le dire, hein, montrer ce film à des personnes qui seraient tentées par l'idée de rejoindre les partis d'extrême droite, histoire de leur montrer que l'horreur, je vais dire, peut surgir vraiment du quotidien. Donc voilà, alors à côté de ça, en termes de mise en scène, eh bien, bon, de la part de Jonathan Glazer, bon, je m'attendais, et ça a été le cas, hein, à une mise en scène un minimum travaillée, que si on connaît un petit peu son cinéma, on sait que le bonhomme est quand même quelqu'un de très réfléchi en termes de réalisation. Alors pour rappel, il a réalisé seulement 4 films en 23 ans de carrière, hein. Il a démarré avec Sexy Beast en 2001. Sexy Beast qui était plus, on va dire, entre guillemets, un film de gangster classique, mais en même temps assez original, avec Ben Kingsley en contre-emploi total. Voilà. Alors, par après, il a fait Wolf avec Nicole Kidman, où là aussi, on sentait que le sujet était quand même assez cru. Et donc l'histoire, Wolf, hein, d'une jeune femme qui va croire reconnaître en notre petit garçon la réincarnation de son mari disparu, voilà.
Et alors, ben, dernièrement, Under the Skin avec Scarlett Johansson dans le rôle d'une alien qui arrivait sur Terre, une sorte de montre religieuse comme ça qui dévorait littéralement tous les hommes qui tombaient sous son charme. Donc, on sent que c'est voilà, c'est un véritable auteur. Jonathan Glazer, c'est quelqu'un qui a l'esthétique volontairement froide. Ça, on le ressent notamment dans Bulf, dans Under the Skin et donc maintenant dans La Zone d'intérêt. Donc, quand on connaît un petit peu son cinéma, on sait que c'est quelqu'un qui aime bien expérimenter les techniques, qui aime bien jouer sur le hors-champ, sur le cadrage, sur, sur les fondus enchaînés aussi. Bon, voilà, je ne vais pas tout vous en dévoiler pour que quand même vous puissiez voir le film dans des bonnes conditions. Mais donc voilà, donc la mise en scène, comme toujours, est très bien pensée. Niveau interprétation, ben là, il n'y a rien à dire, hein. Donc on a Christian Friedel et Sandra Hüller dans les rôles principaux, donc le père et la mère, qui sont vraiment d'une froideur totale. On a l'impression qu'en fait, ils n'ont que d'humain, que la peau, voilà. Que- Et rien que ça, je trouve qu'ils arrivent ben, ils arrivent quand même, hein, malgré tout, à bien faire exister leurs personnages, malgré toute la haine qu'on peut avoir pour eux. Et eh bien, on se dit que ce sont ben, des êtres humains qui, comme n'importe quel parent sur Terre, a envie de bien s'occuper de ses enfants, ou en tout cas d'assurer à leurs enfants un bon avenir. Voilà. Et rien que ça, ben, ça n'en est que plus, ben, que plus dramatique. Donc, bah, Sandra Hüller, hein, que pas mal de cinéphiles connaissent, qui avait été révélée par Tony Erdmann il y a quelques années, puis ici récemment, bah, qui s'est imposée dans Anatomie d'une chute de Justine Triet, qu'on retrouve maintenant dans La Zone d'intérêt. C'est d'ailleurs marrant de se dire que ces deux films bah, sont presque sortis coup sur coup. Voilà, Anatomie d'une chute a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes l'an dernier. Et bah, La Zone d'intérêt a remporté le Grand Prix du Festival de Cannes l'an dernier. Marrant de se dire que au sein de ces deux films très primés, ben, on a la même actrice en tête d'affiche. Et actrice d'ailleurs à suivre, qui a, je pense, encore un beau parcours devant elle et qui visiblement fait de bons choix de carrière, donc pourquoi pas. Donc voilà, ben, The Zone of Interest, un film que je ne peux que vous encourager à aller voir, que je vous invite même à aller voir, malgré la dureté du sujet. Voilà, je pense que vous l'aurez compris, ne vous attendez pas à du divertissement, à une comédie, et voilà. Attendez-vous à sortir de là, je dirais pas bouleversé, mais en tout cas troublé, avec en plus un point de vue aussi radical qu'original sur un sujet qui, quoi qu'on en dise, c'est toujours fragile, hein, même si ça s'est passé il y a plus de 70 ans. Et voilà, faut jamais oublier que on a beau oublier le passé, ben que il subsiste malgré tout toujours des relents du passé qui peuvent imprégner notre présent. Voilà, ce qui est le cas en politique, par exemple. Voilà. Voilà, donc The Zone of Interest, très grand film. Bah, jusqu'à présent, alors je sais qu'on est encore qu'en tout début d'année, mais avec May December et Todd Haynes, avec May December de Todd Haynes, pardon, et Paul Finks de Yorgos Lanthimos, eh bien, je dirais que l'année démarre quand même pas mal, qu'on a quand même trois très bons films. Bah, c'est bien, ma foi, c'est très bien. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous encourage à la liker. Si vous avez vu le film, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Voilà. Quant à nous, ben, on se retrouve très prochainement pour parler d'un autre film. Allez, bon dimanche, salut!